Bien, eh bien, écoutez, nous démarrons. Merci à toutes et à tous d'être là. Donc, bienvenue pour cette troisième édition du Chaudron de l'école Camondo. Donc, le Chaudron va rester fidèle à sa ligne éditoriale, penser, construire et partager. Donc, le Chaudron, vous le savez, ce n'est pas un colloque qui tendrait à traiter d'un sujet ou tenter d'ébaucher une réponse à une question que l'on pose. Mais c'est bien un moment privilégié pour nous d'éclairer collectivement notre pensée et de nous réunir autour d'une thématique qui infusera, je l'espère, toute la pédagogie pendant cette année. Alors c'est un moment d'apprentissage collectif avec des entrées et des contributions inédites qui vont ouvrir le champ de notre pensée sur d'autres disciplines avec des matrices de réflexion qui, je l'espère, vont nous enrichir. Alors il est bien entendu fait pour vous, les étudiants de l'école, mais il est aussi fait pour les enseignants et pour nous, l'équipe de l'école Camondo, et puis pour ceux qui nous rejoignent sur les réseaux sociaux et sur le site de l'école et sur le Facebook Live, donc ceux qui sont à l'extérieur de l'école. Je souhaite que cette ébullition de pensée nous aide et vous aide plus particulièrement à construire notre et votre propre positionnement sur des sujets que nous souhaitons traiter toujours avec une dimension très sociétale. Alors pourquoi l'extérieur dans une école d'architecture intérieure? Alors d'abord parce que c'était la volonté commune des enseignants de l'école d'opérer un changement de focale, une sorte de prise de distance à laquelle nous sommes tous très attentifs, qui permet finalement de mieux ausculter ce à quoi nous vous formons, l'intérieur qui, bien entendu, est totalement indissociable de l'extérieur. C'est aussi une dynamique, et là j'oserais dire historique, j'ai Margaret Tiraghi en face de moi, dans laquelle nous, École Camondo, nous sommes, puisque depuis ce lundi 9 septembre, l'école est sortie de ses murs et elle s'est embarquée à Toulon. Nous venons en effet d'ouvrir, je vous le dis Augustin Berg, parce que peut-être que vous n'avez pas cette information, nous venons en effet d'ouvrir ce lundi 9 septembre Camondo Méditerranée, avec 17 étudiants de niveau master, exactement comme il y a 75 ans, l'école Camondo naissait autour de 7 étudiants au musée Nissim de Camondo. Alors ils sont ici aujourd'hui, puisque nous avons tenu à ce que les 17 étudiants de Camondo Méditerranée soient présents aujourd'hui pour ce chaudron, et je les salue au même titre que je salue bien entendu les 350 étudiants de l'école, avec qui, je le souhaite, ils vont faire corps. Camondo Méditerranée va grandir sous la houlette de Margaret Tiraghi, sa directrice, et de Bernard Moïse, son directeur pédagogique, en embrassant un autre extérieur, un territoire au service duquel elle va produire du sens, des idées, des projets, et plus largement embrasser la Méditerranée, enfin en tout cas tenter de l'embrasser, dans ce rapport si particulier de l'intérieur à l'extérieur, de la nature, du paysage, des flux marchands, humains et culturels qui forgent son identité. Mais avant toute chose, elle aura pour préoccupation centrale la maîtrise des externalités que l'homme produit sur son environnement. Alors vous le voyez, notre extérieur s'ancre dans un choix local. C'est un choix, je crois, éminemment politique, bien sûr avec une ambition nationale et internationale, pour participer et alimenter une carte, un territoire géographique et humain. Et puis réfléchir à l'extérieur dans une école d'architecture intérieure arrive, je crois, aujourd'hui au bon moment. Parce que l'architecte d'intérieur, bien sûr, intériorise le monde, ses usages, ses grandes évolutions sociétales, pour réinventer nos espaces de vie, privés, collectifs, pour aujourd'hui et pour demain. Il est l'allié de l'architecte, du paysagiste, de l'urbaniste, du designer, où tous font désormais équipe pour construire une échelle commune de pensée entre intérieur et extérieur, et affirmer qu'il ne s'agit pas d'architecture intérieure, mais comme nombre de nos enseignants le défendent dans cette école, d'une architecture de l'intérieur, au sens où elle part de l'intérieur pour se déployer au-delà d'une pellicule et d'une peau. Et enfin, ce métier d'architecte d'intérieur est avant tout un métier sensible, perceptif, redistributif, et il est produit par des êtres constitués d'une enveloppe poreuse, d'une peau, qui, comme la peau de l'architecture, ne crée pas une limite, mais bien un lien avec l'autre, avec l'extériorité du monde que nous habitons. Alors, puisque nous parlons de peau, nous allons, pendant ces 2 jours, parler d'haptique,
d'Écoumène avec Augustin Berg, que je remercie infiniment d'ouvrir ce chaudron et d'inaugurer tous ensemble cette belle session de 2 jours. Nous allons parler de géographie, de territoire, de philosophie, d'architecture de l'intérieur, de design inclusif, d'école sans adresse, de spatiodynamisme, d'utopie frugale, de transition écologique, d'usages locaux et de matières immédiates, d'opéra, d'espaces confinés, d'héritage, de mesures de l'univers, de fuites musicales, de formes aériennes, d'art urbain et paysager et de bien d'autres sujets. Alors vous le voyez, ce chaudron, c'est presque un séminaire de recherche et une sorte d'agitation collective de neurones. Et cela tombe très bien, puisque nous ouvrons cette année, à l'occasion de cette rentrée, le pôle de recherche sur l'architecture intérieure, ici à l'école Camondo, autour d'Alexis Markovix. Et j'en termine pour dire que ce chaudron, c'est le fruit de 2 artisans vifs et à l'esprit sans limite. Vincent Torgman, donc à mes côtés, qui est designer, scénographe, qui a été formé, je crois, au bon grain de la philosophie, et de Sandrine de Susbiel, qui est directrice des relations extérieures de l'école, et qui a été formée, je crois, à toutes les formes d'art. Alors merci à vous deux d'avoir su construire ce très beau programme et d'attirer ici dans l'école ces visions si proches et si lointaines qui forgeront, je l'espère, l'énergie de toute cette année. Je vous souhaite à toutes et à tous un très beau chaudron et je passe la parole à Vincent Torgman. Merci beaucoup René-Jacques. J'espère moi aussi que vous prendrez autant de plaisir à ce chaudron qu'on en a eu nous-mêmes à le préparer, avec toutes les équipes de l'école et de la bibliothèque. Je remercie aussi tous les intervenants et les alumni qui ont accepté notre invitation. Donc le chaudron, c'est un moment d'inspiration. C'est une formule que Sandrine a trouvée. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'une inspiration ? C'est le premier temps d'une respiration. C'est-à-dire, on inspire donc de l'extérieur vers l'intérieur, et ensuite on expire dans le sens inverse, donc vers l'extérieur. Donc on espère donc que ce chaudron va donner beaucoup de projets inspirés et que la thématique de l'extérieur aussi va vous nourrir. Donc j'aimerais rappeler rapidement les thématiques des 2 éditions précédentes qui sont disponibles sur le podcast, en podcast sur le site de l'école. Il y avait la première thématique était la propriété en 2017. Je me suis amusé à me rappeler ces thèmes et à constater qu'en fait, il y avait des liens assez étonnants avec la thématique de l'extérieur, qui n'ont pas l'air évidents, mais ils ne sont pas si compliqués que ça. On découvre des liens assez simples et assez étonnants. La deuxième thématique, c'était le sacré en 2018. Donc, on va dire, là aussi, rien à voir avec l'extérieur. Et pourtant, qu'est-ce que c'est que le sacré ? Bon, je ne vais pas répondre, mais je vais rappeler juste l'étymologie de ce que c'est qu'un temple, en fait. Donc le temple, avant d'être un bâtiment, chez les Grecs, ça s'appelait le templum. Donc c'est quoi le templum ? C'est tout simplement un geste fait par un oracle. C'est une sorte de périmètre qui est dessiné dans le ciel. Et les augures décident que voilà, c'est dans ce périmètre-là qu'on doit lire le mouvement des oiseaux pour dire le futur. Donc, en fait, on consacre une zone. Donc, on décide qu'à l'intérieur de cette zone, c'est sacré, et qu'à l'extérieur, c'est pas sacré, c'est profane. Donc là aussi, étrangement, on a quelque chose à voir avec l'extérieur. Donc, je ne sais pas exactement, je n'en connais pas la raison, mais bon, il se trouve que peut-être on a en tête, quand on fait de l'architecture d'intérieur ou du design, des préoccupations ou peut-être une manière de penser qui nous renvoie toujours à cette notion essentielle de ce qui est dedans et ce qui est dehors. En tout cas, on voit bien que l'extérieur, c'est bien plus qu'une zone délimitée par des murs, quoi. C'est une notion symbolique qui est liée à des conventions, à un imaginaire social et dont les limites, en fait, sont beaucoup plus complexes, floues et mouvantes qu'un simple mur. L'extérieur, c'est aussi une notion relative. On ne peut pas parler d'extérieur absolu. On parle toujours d'extérieur de ou à quelque chose ou de ou à quelqu'un. La limite entre intérieur et extérieur peut se situer aussi à plusieurs échelles. L'échelle, c'est quelque chose de très important dans le projet d'architecture d'intérieur et de design. Et d'architecture aussi. C'est-à-dire, la première limite, c'est peut-être la peau.
Donc c'est la limite du corps, la peau étant l'enveloppe du vivant. Ça peut être les murs de la maison, ça peut être les limites de la ville, ça peut être les frontières d'un pays, ça peut être la surface de la planète, ça peut être l'atmosphère qui nous sépare du cosmos. Donc on voit bien que la notion d'extérieur est toute relative et toute liée à la notion d'échelle. La notion d'extérieur, c'est une notion qui est dynamique aussi, mais Augustin Berg va nous en parler beaucoup mieux que moi. Je transforme le monde, l'homme transforme le monde, comme a dit René Jacques, produire de l'architecture, fabriquer des produits, prélever des matériaux, ça détruit la nature pour une part, en tout cas ça la modifie. Et en retour, cet environnement modifié, il nous transforme nous-mêmes parce qu'il nous oblige à nous poser des questions sur de nouvelles manières d'exister, de nouvelles manières de produire. Et les questions sont peut-être beaucoup plus profondes que ce qu'on a nommé la question environnementale. En fait, elle interroge vraiment notre mode de relation avec le monde, tout simplement. Et cette relation avec le monde, entre l'humain et le monde, est loin d'être simple, comme Augustin Berg va nous l'expliquer. Alors, je vais lui laisser tout de suite la parole en le présentant très rapidement et en disant qu'il est d'abord géographe de formation, ensuite philosophe, orientaliste aussi, ce qui va nous être très utile pour cerner une question aussi complexe que l'extérieur. Parce que le fait, je pense qu'Augustin Berg maîtrise des langues orientales lui permet d'élargir certains concepts philosophiques qui vont être sans doute très nécessaires pour mieux comprendre, mieux poser des questions en fait sur cette question d'extérieur. Voilà, donc je vous laisse avec lui et avec cette richesse conceptuelle qui, je pense, là, pendant ces 2 jours, pourra devenir une source intarissable de projets pour vous. Voilà, merci. Merci de m'avoir invité à parler aujourd'hui. L'occasion de parler à des générations nouvelles. Je ne suis plus enseignant actif, ça fait longtemps déjà, puisque je suis né l'année 1942. Mais j'existe encore. Et vous avez le texte de cette conférence sous forme écrite. Ça fait une dizaine de pages. Vous y trouverez, si le corps vous en dit, vous y trouverez les références nécessaires, les précisions que je n'aurais pas pu vous donner oralement, puisque oralement, je m'en tiendrai aux grandes lignes du propos. Et le propos même, il tient en un seul mot, et qui figure dans le titre même de cette conférence, exister au dehors de soi. Bon, au dehors, bon, c'est évidemment l'idée d'extérieur, mais cette idée d'extérieur, elle est dans le mot même d'existence. Si vous avez eu la curiosité un jour ou l'autre de chercher l'étymologie de ce mot, existence vient du latin existere. Ex, c'est l'idée de sortir, donc d'un intérieur vers un extérieur. Et sistere, c'est se tenir quelque part qui n'est pas dedans, mais qui est dehors, justement. Alors, sans entrer dans l'histoire du terme lui-même, l'idée fondamentale qu'il y a là-dedans, c'est que c'est en sortant de notre intérieur que nous entrons en relation avec les êtres, les choses qui composent notre monde, ou notre monde en formation, car le monde est toujours en formation, c'est une dynamique incessante. Et c'est cette idée qui est condensée dans le terme même d'existence. Voilà, alors c'est cette idée que je vais développer un peu. Qui dit intérieur, bon, nous sommes, oui, tout de même commenter un peu plus explicitement le titre de la conférence, exister, je viens d'en parler, au dehors, bon, de soi. Au dehors de soi, là il y a un gros problème parce que soi, soi-même,
ou en soi, évidemment, là, c'est sans confusion possible, il s'agit de l'intérieur, en soi. Ce qu'il y a au fond de nous-mêmes, ce qu'il y a au fond des choses. Et si l'on s'en tenait seulement à l'en-soi des choses, l'en-soi des êtres, mon en-soi, mon en moi-même, eh bien, nous n'entrerions jamais en relation avec les autres et en fait, nous n'existerions pas. Alors, ça paraît un peu fort de café au début d'une conférence, mais c'est bien cette idée que je vais développer. Donc, pour exister, il faut sortir. Dépasser la limite. Quelle limite? Évidemment, c'est une limite mouvante. C'est un seuil au-delà duquel il se passe des choses. Alors, seuil, quand on fait de l'architecture, on sait très bien ce que c'est, mais ça dépend de l'échelle aussi. Il y a des seuils divers par lesquels le contact s'établit entre intérieur et extérieur. Et peut-être que le premier seuil, c'est dans l'être humain la bouche qui parle et qui va exprimer des idées qui en principe sont dans ma tête pour aller vers vous, qui les saisissez par vos oreilles, etc. Et comme en cela s'établit un échange, mais cet échange suppose nécessairement, en l'occurrence, un système symbolique qui nous est commun à tous. Sinon, il n'y aurait pas de communication possible, en tout cas pas de communication verbale possible. L'anthropologue André Leroi-Gourhan, dans un livre qui a fait date, en 1964, Le geste et la parole, a montré que l'émergence de notre espèce, Homo sapiens, sapiens même, est indissociable de la sortie hors du corps, de ce qu'il appelait le corps animal, c'est-à-dire les limites visibles de notre corps physiologique. Ça, c'est le corps animal qui est individualisé dans l'espace, c'est une forme individualisée, mais qui a certaines fonctions, des fonctions animales, et qui, au cours de l'évolution d'une certaine lignée de primates, c'est une lignée avec pas mal de ramifications, au cours de cette évolution, il y a eu extériorisation de certaines des fonctions de ce corps animal et en même temps déploiement de ces fonctions à l'extérieur. Déploiement de ces fonctions, c'est-à-dire les rendant déployant leurs fonctions mêmes. Alors, je vous donne un exemple tout à fait simple. Le corps animal, chez tous les primates, avec une main, vous pouvez saisir un objet quelconque. Je le prends. Mais via un système technique, aujourd'hui, vous pouvez ordonner à un robot de saisir une pierre sur une planète autre que la Terre. Et tu saisis la pierre, enfin, je te commande de saisir la pierre et tu la prends. Mais ça, c'est un geste qui a son origine dans la fonction même de la main dans notre corps animal. Extériorisation, donc. Mais c'est plus complexe. C'est plus complexe qu'une simple extériorisation parce qu'il faut en même temps que le contact soit maintenu avec le corps animal qui est en vie. Et cela se fait via des systèmes symboliques. Enfin, vous ne pouvez pas faire de distinction tranchée entre les systèmes techniques et les systèmes symboliques. Ils vont les uns avec les autres, ils se soutiennent et se supposent réciproquement. Donc, l'idée fondamentale qu'il y a là-dedans, enfin, en développant à partir de la pensée de Leroi-Gourhan, je dois dire que chez Leroi-Gourhan, il s'agit seulement de extériorisation. Aujourd'hui, on dit peut-être plus souvent externalisation, mais c'est la même idée. Externalisation. Mais s'il y avait seulement extériorisation, ça ne reviendrait jamais. Ça irait de plus en plus loin jusqu'au fond de l'univers. Et donc, on perdrait contact. Le contact est toujours maintenu. Et cela, je pense, c'est en cela que je me sépare de Leroi-Gourhan, que c'est le rôle justement des symboles de faire cela, qui font que
je peux, via des systèmes techniques, là je vous donne l'exemple le plus fort que nous puissions avoir à l'heure actuelle. Il y a quelques années, on a détecté la galaxie la plus lointaine de l'univers connu. Elle s'appelle GNZ11. GNZ11. Et si je me souviens bien, elle est à 13,4 milliards d'années-lumière de nous. Ce qui veut dire que la lumière que nous en recevons maintenant a été émise seulement environ 400 millions d'années après le Big Bang. Et je vous en parle ici et maintenant. Et si je peux vous en parler ici et maintenant, c'est d'une part grâce au système technique qui a permis que des astronomes, des astrophysiciens saisissent, puissent voir cela. C'est évidemment pas avec leurs yeux qu'ils l'ont vu, c'est via tout un système technique extrêmement complexe. Mais en même temps, ça revient, et moi qui vous en parle, en ce moment, j'en ai une représentation dans la tête, et vous maintenant aussi. Vous voyez. Donc là, il y a un va-et-vient incessant entre le plus lointain et le plus intérieur, parce que sous quelle forme est-ce que ça existe à l'intérieur de nous-mêmes, de notre corps animal? C'est sous forme de connexion neuronale. Et là, évidemment, ça pose toutes sortes de questions. Mais on a un principe, et le principe est assez clair, c'est que vous avez dans ce développement incessant, d'abord, à une certaine échelle des temps, il s'agit de l'évolution des espèces, et plus précisément à d'autres échelles de temps, une autre échelle de temps plus précise, il s'agit de l'histoire humaine. Vous avez un double processus qui va cosmiser notre corps animal, c'est-à-dire déployer notre corps animal en un monde, ce qui est notre monde, cosmos. Cosmos, ça veut dire monde en grec. Et dans le langage de la science, on dit plutôt l'univers. Et là, je viens de vous en donner un exemple précis. Notre corps est cosmisé par la technique jusqu'à pouvoir saisir un objet qui est à cette distance incroyable. Et j'ajoute que 13,4 milliards d'années-lumière, en fait, comme l'univers est en expansion, la distance effective est de 32 milliards d'années-lumière en distance comobile, parce que plus les galaxies sont lointaines et plus elles s'éloignent. Enfin bon, c'est des histoires d'astrophysiciens. Bon, alors 32 milliards d'années-lumière, c'est en ce moment le propos d'un humain dans une salle ici même, maintenant. Donc, il y a cosmisation du corps par la technique et en même temps, il y a somatisation du monde par le symbole. Cosmisation, somatisation. Somatisation, ça vient du grec soma, qui veut dire corps. Et ce mouvement de va-et-vient incessant, c'est ce que dans la théorie des milieux, la mésologie, on appelle trajection. Trajection. Trajection, c'est un mot que j'avais eu. J'ai longtemps cru que c'était un néologisme. En fait, il avait été utilisé par des grammairiens au XIXe siècle, mais dans un sens qui apparemment n'a pas survécu dans les dictionnaires. Donc, quand j'y ai pensé à ce mot de trajection, j'ai cru l'avoir inventé. Bref, en tout cas, dans l'acception qui est celle où je l'utilise maintenant, trajection, ça désigne ce va-et-vient entre sujet et objet. Sujet, l'humain qui parle en ce moment. Objet, c'est tout ce qu'il y a à l'extérieur de son corps animal, en principe. Mais en même temps, c'est quelque chose qui, étant
trajectif et non pas seulement subjectif, puisqu'il y a toujours ce va-et-vient, est ontologiquement entre le subjectif et l'objectif. Et la réalité concrète, elle est justement dans cet entre-deux. Entre le subjectif théorique, ces deux pôles théoriques du subjectif et de l'objectif, dans la réalité, il y a ce mouvement incessant, c'est une dynamique incessante entre les deux pôles. Et là, la réalité concrète est justement entre les deux. Ce qui veut dire que la réalité est trajective. La réalité est trajective. Ça n'est pas une position extraordinaire dans l'actualité scientifique aujourd'hui, ou même simplement intellectuelle, par des tas d'entrées possibles. La même idée a été soutenue par bien d'autres personnes. Mais il y a en tout cas une relation évidente avec la phénoménologie. La phénoménologie. Vous savez, un grand courant d'idées qui s'est développé à partir de la fin du 19e siècle, en particulier au 20e siècle, et dont le représentant en philosophie, les deux noms les plus connus, c'est Husserl, philosophe allemand, et puis en français, plus tard, c'était Merleau-Ponty, qui a parlé de notre corporéité, par exemple. Bien, quand je parle de cosmisation du corps, c'est évidemment un lien très fort avec l'idée de corporéité. Et la corporéité, ça concerne très directement des gens comme vous. Quand vous aménagez un intérieur, eh bien, la corporéité des personnes qui vont vivre là, eh bien, ça concerne leur vie même, de leur corps vivant dans cet intérieur que vous aménagez. Mais, bien entendu, cet intérieur, il n'est pas comme une sorte d'île isolée dans l'absolu. Forcément, c'est un intérieur en rapport avec un extérieur. Il y aura un seuil, l'aménagement des seuils. Et les seuils, ce ne sont pas simplement des objets physiques. Ils sont toujours trajectifs, les seuils. C'est-à-dire qu'ils sont à la fois physiques et phénoménaux. À la fois physiques et phénoménaux. La réalité est toujours à la fois la réalité concrète, toujours à la fois physique et phénoménale, ou pour développer un peu l'idée, toujours éco-techno-symbolique. Éco-techno-symbolique. Écologique, ça va de soi, puisque nous existons toujours physiquement et plus particulièrement physiologiquement dans les écosystèmes de la biosphère. L'espèce humaine a émergé à partir de la biosphère, et c'est ainsi qu'a émergé l'écoumène, dont on a dit un mot tout à l'heure, l'écoumène qui est l'ensemble des milieux humains, autrement dit la relation humaine avec la Terre. Et l'écoumène a émergé à partir de la biosphère. Ça veut dire que ça allait dans un certain sens qu'on ne peut pas rebrousser. C'est-à-dire que l'écoumène ne peut pas être réduite à la biosphère. Donc un milieu humain qui est éco-techno-symbolique ne peut pas être réduit simplement à un écosystème. L'écosystème en l'affaire, et la biosphère en général, est nécessaire à l'émergence de l'écoumène ou d'un milieu humain en particulier, mais vous ne pouvez pas réduire, comme la tendance générale de la science moderne ou du paradigme moderne, plus particulièrement du paradigme occidental moderne classique, celui qui s'est mis en place au XVIIe siècle. À la fois ontologiquement, c'est Descartes qui est le représentant le plus éminent de cette mise en place du paradigme, alors je dis pour abréger le POMC, paradigme occidental moderne classique.
qui est fondée sur la distinction, qui a été introduite justement, enfin introduite, disons, qui a été posée plus clairement que ça n'avait jamais été par Descartes, parce que c'est avec Descartes qu'apparaît véritablement ce que Descartes appelait le « je pense », le cogito, qui est apparu le sujet moderne qui a accaparé ce que les philosophes appellent la subjectivité, c'est-à-dire le fait d'être un sujet et non pas un objet. Et de ce fait même est apparu en même temps, en couplage dynamique, est apparu en même temps l'objet moderne. Et c'est cette objectification des choses par le dualisme moderne qu'a été rendu possible la science moderne. Par d'autres voies, le même paradigme, le POMC, s'est mis en place avec des savants comme Galilée, Newton et d'autres, bien sûr. Ça allait dans un mouvement général de la pensée en Europe à cette époque. Il y a eu ouverture du monde moderne à cette époque. Et là, comme un historien de l'art qui était Erwin Panofsky l'a montré, c'est l'art qui a ouvert le premier ce monde, qui est devenu le monde moderne. Environ 2 siècles avant l'établissement du paradigme POMC, il y a eu, comme Panofsky l'a montré, il y a eu la mise en place, l'invention de la perspective comme forme symbolique. Comme forme symbolique de quoi? Eh bien de ça, justement, c'est-à-dire de l'émergence et de l'installation de cette dichotomie, le dualisme entre le sujet qui devenait le sujet moderne et l'objet moderne, etc., etc. Alors, dans le dualisme, l'idée fondamentale du dualisme, c'est justement quelque chose qui est l'inverse du concept que je vous ai présenté il y a un instant, la trajection, la trajectivité. Puisque dans ce POMC, évidemment, l'objet, c'est essentiellement, c'est ontologiquement autre chose. Et c'est ça qui forme l'extérieur, au sens le plus fort, c'est-à-dire ce qui n'est pas moi sujet. Cette dichotomie moderne qui s'est précisée petit à petit au cours des 3 siècles écoulés depuis le XVIIe, maintenant on en arrive à bientôt 4 siècles, eh bien ce mouvement lui-même en est arrivé à montrer que la réalité est plus complexe. La réalité est plus complexe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas établir une distinction aussi nette entre sujet et objet. Et dans le langage que j'emploie, ça correspond à ce concept de trajectivité. Alors, pour devenir un peu plus imagé et concret, ça veut dire que par des seuils divers, il y a un va-et-vient incessant entre dedans et dehors. Dedans, c'est ce qu'on va appeler, c'est mon fort intérieur, F-O-R, le fort intérieur. C'est le jugement de la conscience, parce que dans ce fort, ça veut pas dire, c'est pas un fort au sens d'un fortin, c'est-à-dire un château fort. Non, ça s'écrit pas pareil. C'est pas F-O-R-T, c'est F-O-R. Et ça vient du latin forum. Forum. C'est là que les choses se jugent au tribunal de la conscience. C'est ça le fort intérieur. Et si vous connaissez un peu la Corse, et quelques mots de Corse, vous savez que quand on dit fora, fora, ça veut dire dehors, éventuellement avec un point d'exclamation, ça veut dire dehors les non-corses.
Eh ben, c'est le même mot. En fait, c'est dehors, parce que le forum, il est dehors. Et par un curieux retournement de l'histoire, c'en est venu à désigner au contraire ce qui est le plus intérieur. Bon, c'est l'histoire de lexicographie, de lexicologue. Je ne vais pas en abuser. Je reviens à l'essentiel du propos. Le propos, c'est de soutenir l'idée que existence implique nécessairement extériorité et extériorisation. Peut-être que le philosophe qui a le plus profondément cherché dans cette direction, je crois que c'est Heidegger. Par exemple, quand il, et là ça vous concerne, dans la mesure où vous êtes architecte, ou serez architecte, dans des textes comme Bâtir, habiter, penser, ou bien L'origine de l'œuvre d'art. Si vous ne l'avez pas lu, je vous conseille de le lire un jour ou l'autre. C'est origine, c'est la traduction ordinaire de l'allemand Ursprung. Ursprung. Mais en réalité, cette traduction qui est tout à fait correcte, elle mène le lecteur français à une méprise d'emblée, parce qu'il ne s'agit pas de savoir d'où vient l'œuvre d'art. Si vous lisez le titre « L'origine de l'œuvre d'art », c'est ça qui vous vient d'emblée à l'esprit. C'est en réalité de quoi l'œuvre d'art est-elle l'origine? À quoi l'œuvre d'art donne-t-elle naissance? Ur, ur, ça veut dire quelque chose qui est à l'origine première. Et qu'est-ce qui est là en position d'origine première? Eh bien, c'est la deuxième partie du mot, c'est Sprung. Et Sprung a en fait deux sens. Il y a l'idée de jaillissement, de sortie au dehors, jaillissement de quelque chose. Et puis, il y a aussi l'idée de fêlure, brisure, faille. Et les deux vont ensemble. C'est justement parce qu'il y a une fêlure, une brisure d'une carapace quelconque qu'il va y avoir un jaillissement. Jaillissement de quoi? Eh bien, jaillissement d'une nouvelle réalité. Jaillissement d'un monde qui n'existait pas auparavant. Mais à partir de quoi? Alors, ce sont des passages très mystérieux, très sibyllins de l'origine de l'œuvre d'art, où Heidegger nous parle d'un litige entre deux termes, dont l'un est ce qu'il appelle la terre, die Erde, et l'autre qu'il appelle le monde, die Welt. Et entre les deux, il y a donc ce qu'il appelle Streit, qui a été traduit par combat, mais combat est un terme qui ne convient pas vraiment. Il vaut mieux le traduire par litige. Il y a un différend, il y a un litige entre les deux. Et la Terre, nous dit Heidegger, ce n'est pas une question de géologie. Donc il nous dit que ce n'est pas la Terre au sens ordinaire. Alors qu'est-ce que c'est? C'est ce à partir de quoi il va y avoir jaillissement de quelque chose qui va être la réalité, une nouvelle réalité. Je pense que ce que Heidegger appelle die Erde, c'est ce que Schelling appelait der Grund, c'est comme l'anglais ground, c'est-à-dire un sol à partir de quoi ou sur quoi va se fonder quelque chose. Et Schelling est plus explicite à propos de ce Grund, parce qu'il fait le rapprochement explicitement avec l'idée de sujet logique, ce que les Grecs appelaient hypokémenon, c'est-à-dire ce dont il s'agit,
et à propos de quoi on va dire quelque chose. Et le sujet, dans ce sens-là, faites bien attention, hein. C'est plus le sujet au sens dont j'en parlais il y a un instant, et qui était le sujet qui peut dire moi, je. Non. Là, c'est sujet au sens logique, c'est-à-dire ce dont il s'agit. Et c'est là que la langue française devient traîtresse, parce que le sujet du logicien, ce dont il s'agit, c'est l'objet du physicien. Ce dont il s'agit est ce que le physicien observe. Alors faites très attention. Mais là, bon, donc au sens logique, le sujet, ce dont il s'agit, que les Grecs appelaient hypokeimenon, c'est-à-dire ce qui gît, comme vous dites si quand vous allez au cimetière à côté. Si gît un tel. C'est quelqu'un que vous mettez sous terre. Keimenon, donc c'est gésir. C'est le participe passé du verbe grec keimai qui veut dire gésir. Et cette idée de hypokeimenon a été traduite en latin par subjectum. Subjectum qui a donné sujet. Et iectum, c'est qui a été jeté sub, c'est-à-dire dessous. Ce qui a été placé dessous, mis dessous. Sous quoi? Eh bien, vous allez y fonder, vous allez fonder là-dessus quelque chose qui va être la réalité. C'est l'idée que Schelling déploie à propos de ce Grund qu'on a habituellement traduit par le fond obscur des choses. Et les choses, elles nous apparaissent sous un certain jour, sous un certain éclairage, qui est conditionné de multiples façons, qui est conditionné d'abord par le fait que nous sommes vivants et que nous entrons en relation avec l'extérieur pour vivre, en établissant une relation par les sens et par l'action. Ça concerne tous les êtres vivants. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution des espèces, il y aura des espèces dites des animaux supérieurs qui commencent à penser, comme l'éthologie nous montre que les animaux pensent. Évidemment, pas autant que l'être humain qui pense pour de bon, parce que l'être humain est le seul à utiliser la parole. La parole. Et nous sommes l'animal possédant la parole, comme disait Aristote. Oui, animal, c'est peut-être traduit par le vivant, possédant la parole. Bon, ça nous permet de développer des pensées, et en particulier des pensées abstraites. Voilà. Mais en tout cas, l'important ici, c'est cette sortie hors d'eux, cette existence à partir d'un fond obscur qui est en somme l'en-soi des choses, et cette sortie hors d'eux va les mettre en relation avec d'autres existants, et nous humains en particulier. Et ce que vous aurez à faire dans les décennies qui viennent, eh bien, c'est justement à pratiquer cette existence au sens le plus créateur du terme. En somme, comme c'est la fonction de l'art, d'ouvrir des mondes. C'est en ce sens que Heidegger, dans l'origine de l'œuvre d'art, parle de ce Streit, de ce litige entre terre et monde. Il dit de manière très sibylline, c'est-à-dire obscure, difficile à comprendre, mais volontairement. C'est pour ça que un philosophe dont le nom ne me vient pas sur la langue l'a appelé le mage de la forêt noire. Alors le mage de la forêt noire,
s'est évertué à parler toujours de la manière la plus sibylline. Mais en fait, c'est très fort, justement parce que c'est sibyllin, énigmatique, que c'est fécond. Ça peut donner lieu à toutes sortes d'interprétations, mais justement, ça donne lieu. Ça permet d'autres émergences. Et Heidegger, alors là, je ne sais plus, oui, dans un séminaire qu'il a tenu en 1929-1930 et dont le texte a été publié après sa mort en 83 sous le titre Die Grundrisse, c'est-à-dire les fondements de la métaphysique, les concepts fondamentaux de la métaphysique. Et dans ce séminaire, il s'est beaucoup appuyé, à quasiment la moitié du livre, c'est un gros livre, rend compte c'est une sorte de paraphrase métaphysique, c'est-à-dire qui parle de l'être, une sorte de paraphrase métaphysique de ce que Heidegger a retenu de l'œuvre d'un grand naturaliste qui s'appelait Uexküll. Jakob von Uexküll, naturaliste germano-balte, qui a montré que tous les animaux, et on peut élargir et dire tous les êtres vivants, ne sont pas des objets, ce sont des sujets. Ce ne sont pas des machines, ce sont des machinistes qui interprètent activement leur entourage, leur environnement pour construire leur milieu. Et là, Uexküll établit une distinction révolutionnaire entre environnement et milieu. Environnement, Umgebung, c'est-à-dire le donné brut de ce qui est autour, autour, Gebung, ce qui est donné, d'une part, et à partir de ce fond obscur, c'est ce que Heidegger va appeler die Erde, la terre, à partir de ce fond obscur, le vivant ouvre, donne lieu, crée ce qui va être son milieu, et qu'il appelle, Uexküll l'appelle Umwelt. Umwelt. Donc vous avez ce fond obscur, Heidegger l'appelle die Erde, la terre, et par une opération que Heidegger va appeler en tant que, en allemand c'est als Struktur, une structure de en tant que, il va y avoir émergence ou avènement ou dévoilement, il parle de dévoilement d'un monde. Chez Uexküll, c'est Umwelt. Chez Heidegger, ça devient tout simplement die Welt, le monde, ouvert par l'œuvre d'art. Voilà. Alors, il m'était imparti un temps de parole jusqu'à 11h. Il est 11h. Et je vous souhaite une bonne ouverture de monde dans les décennies qui viennent.